La mère avait longtemps parlé au père d'Hésiode. Elle lui avait promis le mouvement, l'horizon, les échanges, cette illusion ancienne selon laquelle partir suffit à transformer le destin. Mais la mère ne tient jamais ses promesses très longtemps. Elle prend, elle use, elle fatigue les hommes jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus s'ils avancent ou s'ils dérivent. Un jour, elle l'avait laissé presque nu, encore plus pauvre qu'il n'était parti, avec dans les mains seulement le sel et dans les yeux une grande lassitude que même le sommeil n'effaçait plus. Alors, il avait tourné le dos au port, aux mâts et aux voix étrangères. Il avait à nouveau fait le choix de la terre, non véritablement par amour, mais par nécessité. Une terre qui ne voyage pas, une terre qui ne ment pas, qui exige mais sans détour. C'est ainsi qu'Hésiode naquit dans une famille déjà marquée par le renoncement. Avant même ses premiers pas, quelque chose avait été abandonné. La fuite n'avait rien d'héroïque. Elle était plutôt une fatigue devenue décision incontournable. On avait échangé l'instabilité des vagues contre la dureté d'un sol sec, pierreux et sans éclat. Dans la maison, on ne parlait pas beaucoup du passé. Le père gardait pour lui, enfoui dans sa mémoire, les images de la mère, comme on garde une blessure mal refermée. Alors Hésiode grandit avec cette sensation diffuse, celle d'un monde qui ne donne pas ce qu'il promet. Il faut apprendre à vivre avec ce qui reste. La mère, pourtant, ne disparaissait jamais tout à fait. Elle revenait parfois dans les silences, dans la manière qu'avait son père de regarder au loin sans vraiment voir, dans ce rythme intérieur fait d'attente et de retenue. Sans le savoir, Hésiode héritait déjà d'une mémoire qui n'était pas la sienne. Et c'est peut-être là que tout commence, dans une vie fondée non sur l'élan, mais sur la perte, dans un monde où l'on n'espère plus l'abondance, mais simplement la tenue. La Béotie. La Béotie n'était pas une terre qui attire le regard. Elle ne se donnait pas au premier pas. Elle n'offrait ni ports éclatants, ni temples prestigieux, ni récits glorieux à transmettre aux enfants. Elle était là, simplement, étendue sous le ciel, sèche par endroits, lourde ailleurs, mais toujours exigeante. Hésiode apprit très tôt que cette terre ne se laissait pas séduire. Il fallait l'aborder avec patience, presque avec humilité. Chaque saison y laissait une trace, la pluie trop rare, le vent trop dur, le soleil qui insistait. Rien n'y était spectaculaire, mais tout comptait.
Les champs dessinaient des lignes lentes, comme des phrases que le temps écrivait sans se presser. Les collines semblaient immobiles, mais Hésiode sentait qu'elles respiraient. La terre, pour lui, avait une mémoire propre, plus ancienne que les hommes. Ici, personne ne parlait d'âge d'or. On parlait plutôt du prochain semis, du bon moment pour couper, du ciel qu'il fallait observer sans jamais lui faire totalement confiance. La vie ne promettait pas le bonheur, seulement la continuité. Dans ce paysage, Hésiode forgea son regard. Un regard certes sans illusion, mais pas sans attention. Il apprit que le monde ne se révèle pas dans l'éclat, mais dans la répétition, que ce qui dure est souvent ce qui ne se montre pas. L'abbé aussi le forma sans le savoir. Elle lui enseigna une sagesse muette en 3 temps. Tenir, recommencer, accepter. Plus tard, lorsqu'il parlerait des dieux et du temps, quelque chose de cette terre serait toujours là, sous ces mots. Une gravité tranquille, une fidélité au réel. La certitude que même les récits les plus vastes doivent pouvoir reposer sur un sol. Hésiode grandit sans histoires héroïques, personne ne lui parle de combats lointains, de ruses éclatantes, de dieux descendus parmi les hommes. Dans sa maison, les mots servent plutôt à compter, à prévoir, à avertir. Ils ne servent pas à embellir. Il se lève tôt. Son jour commence avant la lumière. Il sent le froid du sol sous ses pieds, l'odeur du feu presque éteint, le souffle encore lourd des adultes qui dorment. Le monde est déjà là, avant lui. Il apprend en regardant. Les gestes répétés creusent en lui une attention silencieuse, presque méticuleuse. Il sait reconnaître la fatigue sur les traits des visages, la tension dans un ciel trop clair, l'inquiétude dans un silence qui dure trop longtemps. Rien ne lui est expliqué, mais tout est montré. Il n'attend pas que quelque chose arrive. Il comprend très tôt que la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle avance, qu'on le veuille ou non. Elle demande une présence constante, presque austère, être là, faire ce qui doit être fait. Dans ces jeux, il n'imite pas les héros. Il imite les gestes. Il rejoue la marche, l'attente. Même son imaginaire semble soumis à la gravité du réel. Ses rêveries ne le transportent pas ailleurs. Elles s'enfoncent plus profondément dans ce qui est là. Quelque chose se forme en lui, lentement, une relation particulière au temps. Il ne le voit pas comme une promesse, mais comme une matière,
une matière qu'il faut apprendre à manier sans la briser. Cette enfance sans mythe ne le prive pas, elle l'ancre, elle le leste, elle le prépare à entendre un jour une parole immense, non comme une échappée, mais comme un poids à porter. Son père meurt sans bruit. Il ne laisse derrière lui ni grandes paroles, ni instructions claires. Alors oui, il laisse une terre, quelques biens, mais aussi une fracture invisible qui se creuse aussitôt entre les deux frères. Hésiode le sent immédiatement. Quelque chose se déplace, se tend, devient instable. Car l'héritage doit être partagé. En théorie, le geste est simple. En réalité, il est chargé d'attente, de rancœur, de calculs muets. Persès, son frère, parle plus fort, alors il réclame davantage. Il promet, il insiste, il les contourne. Hésiode, toujours, observe, mais déjà fatigué d'une lutte qu'il n'a pas choisie. Les juges sont convoqués, ils écoutent distraitement, ils penchent là où l'intérêt les attire. La justice n'est pas une ligne droite, elle ondule. Hésiode comprend que le monde n'est pas seulement dur, il peut se montrer parfois injuste. Il accepte moins que ce qui lui revient, non par faiblesse, mais par lucidité. Il sait que certaines batailles ne se gagnent pas. Elles s'impriment autrement, plus profondément. Il repart avec une part réduite, mais avec un regard qui s'aiguise. La relation fraternelle, elle, se brise, sans éclat. Pas de cris mémorables, pas de rupture spectaculaire, juste une distance qui s'installe, irréversible. Hésiode apprend que le lien du sang n'est pas une protection contre l'avidité. Et cet épisode laisse en lui une trace durable. Il ne l'oubliera pas. Il ne le pardonnera pas tout à fait. Cela le transforme. Il commence à penser le monde en termes de mesure, de déséquilibre, de faute humaine. Plus tard, lorsqu'il parlera du travail, de la justice, cette scène sera là, sous les mots. Un point de gravité, une blessure qui devient lucidité. Alors Hésiode devient berger. Il n'y a pas de seuil à franchir, pas de décision solennelle. La vie glisse simplement dans une forme nouvelle, comme une eau qui trouve un autre lit. Il prend le bâton, il suit les bêtes, il accepte le rythme qui s'impose. Marcher devient son geste principal. Marcher derrière, jamais devant. Observer les bêtes, anticiper leurs écarts, sentir leurs hésitations avant qu'elles ne deviennent des fautes.
il apprend à guider sans contraindre, à corriger sans brutalité. Le troupeau lui enseigne une attention douce mais constante. Devant lui, jour après jour, le paysage s'offre lentement. Les collines ne sont plus seulement un décor, elles deviennent pour lui des repères intimes. Chaque pente a sa fatigue particulière, chaque arbre son ombre, sa fraîcheur. Hésiode reconnaît les endroits où le vent s'attarde et ceux où la lumière reste plus longtemps. Il remarque aussi que le temps change de texture. Il n'est plus découpé par des événements, mais plutôt par des variations presque imperceptibles. Le ciel devient alors une écriture qu'il apprend à lire. Un nuage, une clarté, tout peut basculer. La vigilance s'installe peu à peu dans son corps. La solitude pour lui n'est pas un vide, elle est en réalité habitée par des sons, une multitude de sons discrets qui s'entremêlent les uns aux autres, formant une symphonie douce, le pas des bêtes, le froissement de l'herbe, le souffle du vent. Hésiode commence à écouter autrement. Quelque chose en lui s'élargit sans qu'il sache encore quoi. Il ne sait pas qu'il se prépare. Il croit simplement vivre, mais déjà, dans cette marche lente, dans cette attention sans éclat, il devient capable de recevoir. Son corps s'accorde au monde, sa pensée ralentit, le silence creuse en lui un espace. Un jour, sans le savoir, il sera prêt à entendre une voix qui ne viendra pas de lui. Le travail ne change jamais vraiment, car ici chaque jour ressemble très fort au précédent, et pourtant aucun jour n'est parfaitement identique. Hésiode le sent dans son corps avant même de le comprendre, car une fatigue en réalité n'a jamais exactement la même forme. Elle se déplace, elle change de lieu, s'approfondit, se dépose autrement. Il se lève toujours avant la pleine lumière, quand l'air est encore dense et presque immobile, au moment où le monde hésite. Les bêtes sont là, calmes, et il faut les mettre en mouvement, doucement, sans brusquer ce qui dort encore dans les corps. Le travail commence toujours à ce moment où il faut respecter le seuil. Alors les gestes reviennent, toujours les mêmes, le bâton qui s'appuie, la marche qui s'ajuste, l'œil qui compte, chaque bête une à une. Rien n'est spectaculaire et tout est nécessaire. Le corps apprend à faire sans demander pourquoi. Et c'est dans cette répétition précise que quelque chose s'affine. Hésiode découvre que le travail n'est pas seulement une contrainte. Il est une manière de rester relié à la terre, relié au temps, c'est-à-dire à ce qui dure plus que soi.
Travailler, c'est répondre au monde sans l'interrompre. Il comprend aussi que le travail ne sauve pas, il ne protège ni de l'injustice, ni de la perte, ni du manque. Mais il empêche la dispersion, il maintient une forme, il donne jour à une ossature. Parfois, l'ennui menace, un ennui lourd, sans image précise, et Hésiode ne la fuit pas. Il le traverse, cet ennui. Il apprend que ce qui semble vide est souvent plein d'une lente maturation. Quelque chose se dépose dans ces heures sans relief. C'est le temps qui fait son œuvre. Le travail répété creuse en lui une endurance silencieuse. Il ne cherche plus l'exception, il embrasse la continuité. Il devient capable d'embrasser le temps, de le tenir au creux de ses mains, sans promesse de récompense. Sans le savoir, il apprend déjà la forme exacte de la parole qui viendra. Une parole qui ne brille pas, mais qui tient. Je marche derrière les bêtes et je regarde. Je regarde plus que je ne parle. Aujourd'hui, les mots ne me servent pas encore à grand-chose. Ce sont plutôt les signes qui m'occupent, comme le ciel avant la pluie ou un silence inhabituel des oiseaux, ou encore la manière dont l'ombre s'allonge plus vite certains soirs. Je comprends que le monde parle sans phrase. Il ne prévient pas, il indique, il ne promet rien, il suggère. Si je suis vraiment attentif, je peux sentir ce qui vient avant qu'il n'arrive. Alors pas toujours, pas parfaitement, mais assez pour ne plus être surpris à chaque fois. Mon regard devient plus lent, il ne se jette pas sur les choses, au contraire, il s'attarde, il reste. J'apprends que ce qui importe vraiment, ne se montre pas immédiatement. Il faut parfois laisser passer du temps pour que quelque chose apparaisse. Donner au temps le temps de l'apparition. Je découvre aussi que voir n'est pas innocent. Voir engage déjà. Voir oblige à répondre. Quand je remarque une faille, une faiblesse, un déséquilibre, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. En quelque sorte, le regard crée une responsabilité. Alors je regarde les hommes comme je regarde ma terre et mes bêtes. Je perçois leurs tensions, leurs impatiences, ce que je crois de leurs calculs. En tout cas, je reconnais chez eux les mêmes déséquilibres que dans les saisons trop sèches. Rien n'est séparé. Parfois, je m'étonne même de cette attention que je vois grandir en moi jour après jour. Je ne l'ai pas cherchée, non, mais elle s'est installée, elle est là. Comme si quelque chose me préparait doucement à recevoir plus que ce que je crois pouvoir porter. Je ne sais pas
ce que ce regard me conduira à dire, alors pour l'instant je me contente d'observer, de laisser le monde s'imprimer en moi. Je parlais de la fatigue. Cette fatigue, je la connais. Ce n'est pas celle qui écrase, pas celle qui révolte, non. C'est une fatigue plus profonde, plus calme, de celle qui s'installe sans bruit. Elle ne me fait pas tomber, elle m'alourdit, juste assez pour m'empêcher de m'agiter inutilement. Mon corps apprend avec moi. Il sait quand ralentir, quand insister, quand m'arrêter. Alors je lui fais confiance et je découvre que la fatigue n'est pas un ennemi. Elle est une forme de langage. Elle me dit jusqu'où aller et elle me rappelle que je fais partie de ce que je traverse. Oui, il y a une fatigue stérile, celle-là je la reconnais. C'est celle qui vient de l'injustice, de la colère retenue. Celle-là, elle brûle sans éclairer. Mais je parle d'une autre fatigue, plus rare. Une fatigue qui nettoie, qui ordonne, qui laisse place. Quand je m'assois enfin à l'écart, le monde ne disparaît jamais. En réalité, il se rapproche. Les sons m'apparaissent plus nets, le souffle des bêtes, l'herbe toujours sous mes pas, le simple passage du vent dans l'herbe, tous ces sons, tout est là, plus présent que lorsque je suis moi-même en mouvement. Je sens alors quelque chose d'étrange, comme si cette fatigue ouvrait un espace intérieur, comme si en m'allégeant de toute volonté superflue, elle rendait possible une écoute plus vaste. Je ne cherche rien, et en ne cherchant rien, je me tiens là, vraiment là. Cette fatigue ne me diminue pas. Je pourrais dire qu'elle m'accorde. C'est comme si elle ajustait mon corps au rythme du monde, en m'empêchant de croire que je suis au centre. Lorsque je suis seul, je ne suis pas vide, non. La montagne m'entoure, m'embrasse. Elle ne me demande rien. Elle m'offre seulement mais pleinement sa présence, qui est constante, presque indifférente, mais c'est précisément ce qui me tient. Car la solitude n'est pas un retrait. Elle est une exposition. Car dans ces moments-là, plus rien ne fait écran. Je ne peux pas me cacher derrière les voix des autres ou derrière le bruit des échanges, car je suis là, entièrement, seul, mais seul avec ce qui me traverse. Je découvre ce silence qui n'est jamais silencieux, celui tissé de frémissements discrets, comme un souffle court, une pierre qui glisse, et même l'air semble porter quelque chose que je n'entends pas encore, mais que je commence à pressentir. Et c'est dans cette solitude que mes pensées changent de forme. Elles ne s'enchaînent plus, elles apparaissent, repartent, reviennent autrement. Je n'essaie plus de les retenir, je les laisse circuler
comme passent les nuages, sans m'y attacher. Parfois je sens une présence, pas une figure, pas une voix, mais plutôt une densité, comme si quelque chose s'approchait sans vouloir se montrer complètement. Je ne cherche pas à comprendre, je reste, j'attends sans attendre. Je commence à sentir au fond de moi que la solitude aussi est un seuil, qu'elle ouvre un espace où le monde peut alors entrer autrement, non plus par l'effort, mais par l'attention, non plus par la volonté, mais par l'accueil. Je ne sais pas encore que ce seuil va s'ouvrir. Je sais seulement que je suis prêt à ne pas fuir si quelque chose vient. Je monte comme chaque jour sur le même chemin et pourtant cette fois-ci, je le sens différent. L'air est plus dense, plus lent, mes pas s'ajustent sans que je décide quoi que ce soit. Le mont Hélicon ne s'impose pas, il se laisse gravir, je le connais par cœur, mais alors que rien n'annonce un événement et que le ciel est clair, presque ordinaire, que les bêtes avancent calmement, que tout ressemble à ce que je connais déjà, et pourtant, quelque chose en moi est plus attentif que d'habitude, comme si mon regard s'était déplacé d'un cran. Je m'arrête souvent, pas par fatigue, ni par écoute, car le silence ici a une profondeur particulière. Il ne s'étend pas, il s'enroule. J'ai cette impression étrange que le lieu me regarde autant que je l'observe. Oui, je connais cette montagne, par cœur ses pentes, ses replis, ses zones d'ombre, mais aujourd'hui, elle ne se donne pas comme un paysage, elle est aussi seuil. Je ne sais pas ce que cela signifie vraiment. En tout cas, je le sens dans mon corps, dans ma respiration qui, comme l'air, est plus lente. Je suis pleinement présent à ce qui est. Et c'est peut-être ça qui change tout. Je ne projette pas, je laisse l'instant se déposer. Ce mont Hélicon n'est pas un décor sacré, c'est un lieu exact. C'est ce point de rencontre entre la terre et quelque chose d'autre que je ne nomme pas encore clairement. Et moi je me tiens dans cet entre-deux, sans savoir que je viens d'entrer dans un moment qui me dépassera. Je ne le sais pas encore, mais je viens de franchir une limite invisible et désormais le monde peut me parler. Je vais vous raconter le moment où ça s'est passé. Je ne les ai pas vues arriver. Elles sont déjà là, comme si leur présence précédait mon regard. Je remarque que l'air a changé autour de moi. Ce n'est pas une apparition, c'est plutôt comme une densité nouvelle, comme si le monde changeait et que ma manière d'être au monde changeait aussi. Elles ne font pas de bruit, elles ne cherchent pas à impressionner. Leur présence est calme, presque ordinaire. Et pourtant,
Rien ne peut plus être tout à fait pareil. Je sens que quelque chose me regarde depuis longtemps déjà. Elle me parle sans hausser la voix. Leurs paroles ne s'imposent pas, elles s'inscrivent. Elles disent qu'elles savent dire le faux comme le vrai et le vrai comme le faux. Au début, cette phrase ne me rassure pas. Évidemment, elle me trouble. En tout cas, elle m'oblige à comprendre que la parole n'est jamais innocente. Je ne me sens pas ni élu ni privilégié. Je me sens exposé, comme si l'on venait de déposer en moi une charge que je n'ai pas demandée. Leur regard ne juge pas, mais il pèse. Il semble mesurer ce que je peux tenir. Je comprends que ce qui m'est donné n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité. Dire, me souvenir, porter. Je ne comprends pas tout de suite qu'elles sont 9. Au début, je perçois seulement une pluralité calme, comme si l'air s'était épaissi de présences distinctes, sans se fragmenter. Rien ne se détache brusquement, tout arrive avec une lenteur exacte. La première que je sens approcher porte une gravité profonde. Sa voix semble contenir les autres. Elle parle sans hâte, comme si elle savait déjà ce qui doit être dit. Je comprends plus tard qu'elle s'appelle Calliope. Elle tient la mémoire longue, celle qui relie les hommes aux dieux, les origines aux conséquences. Sa présence me donne le vertige. Elle ne me regarde pas comme un individu, mais comme un lien, comme un point de passage. Et à ses côtés, déjà une autre présence avance, plus discrète. Celle-ci ne porte pas le poids du cosmos, mais celui du temps humain. Je sens qu'elle regarde derrière, qu'elle compte, qu'elle enregistre. C'est Clio. Avec elle, je comprends que rien ne disparaît vraiment, que chaque geste laisse une trace, aussi minuscule soit-elle. Puis vient une présence, celle-ci plus légère, presque vibrante. Elle sourit sans ironie et je reconnais en elle le mouvement invisible qui relie les choses. C'est Euterpe. Grâce à elle, je sens que la parole a un corps, un tempo, une respiration. Une autre muse encore se tient plus en retrait. Celle-ci observe. Elle sait quand le rire ouvre une brèche, quand il désarme. Elle porte en revanche, elle, une ironie douce, mais jamais cruelle, c'est Thalie. Elle me rappelle que le monde ne tient pas seulement par la gravité, mais aussi par la distance. Face à elle, une ombre plus dense s'installe. Son regard est profond. Sans dureté, elle connaît la chute, la perte, l'inévitable. Je sais que c'est Melpomène, et avec elle je comprends que dire le monde, c'est accepter de ne pas l'adoucir. Puis une présence s'approche comme un balancement. Elle ne marche pas, elle se déplace. Son corps semble répondre à une musique que je n'entends pas encore. C'est Terpsichore.
Elle m'enseigne sans mots, mais en notes, que la mémoire passe par le geste, par le rythme du corps dans l'espace. Une autre muse me regarde avec une intensité plus intime. Elle porte la parole adressée, la parole offerte. Je sens qu'elle connaît les détours du désir, les élans contenus. C'est Erato. Grâce à elle, je comprends que la voix peut toucher sans pour autant posséder. Plus loin encore, une figure immobile se tient droite. Elle parle peu, elle porte en elle le recueillement, la répétition, le chant qui relie. C'est Polymnie. Sa présence me fait baisser la voix intérieurement. J'apprends avec elle le respect. Puis je lève les yeux. Une muse regarde le ciel comme si elle en connaissait les lois secrètes. Elle trace des lignes invisibles entre les étoiles. C'est Uranie. Avec elle, je comprends que même l'immensité peut être pensée, nommée, transmise. Elles sont là, toutes, différentes mais accordées. Je comprends soudain que ce qu'elle m'offre n'est pas un savoir, mais une responsabilité multiple. Dire le monde dans toutes ses dimensions, sans en oublier aucune. Quand elle parle enfin d'une seule voix, je sais que c'est un passage. Et derrière elle, silencieuse, invisible, la présence de Mnémosyne, non comme une figure, mais comme la condition même de ce qui vient de m'arriver. Alors j'écoute leurs paroles s'enfoncer en moi, sans chercher à les retenir, et quelque chose se déplace, lentement et irréversiblement. Quand elle se retire, le monde est à nouveau le même, mais moi, je ne le suis plus. Elle me laisse quelque chose. Ce n'est pas un objet que je pourrais montrer, ni une certitude qui me rassurerait. C'est un poids léger et constant, comme une présence intérieure qui ne me quittera plus. Je le sens tout de suite, ce don n'est pas un cadeau, c'est une charge. Alors ma voix change avant même que je m'en rende compte. Elle ne devient ni plus forte ni plus belle, elle devient plus juste. Elle cherche moins à convaincre qu'à tenir. Quand je parle, je sens que les mots ne m'appartiennent pas entièrement. Ils passent par moi, mais ils me dépassent. Je comprends alors toute l'ambiguïté. Dire, ce n'est pas révéler la vérité nue. Dire, c'est toujours risquer de tromper, de simplifier, de figer. Mais les muses me l'ont dit sans détour. Le faux et le vrai se ressemblent. C'est à moi de ne pas l'oublier. Je n'ai reçu aucune instruction, aucune règle, pas de chemin tracé, seulement cette exigence silencieuse. Ne pas trahir ce qui m'a été confié. Mais comment être sûr de ne pas trahir ? Alors cette question m'accompagne désormais à chaque pas. Je sens que ce don ne me protège pas, mais il ne me rend pas non plus riche, ni plus respecté, puis cela ne m'a jamais vraiment intéressé. Il ne m'éloigne pas non plus de la fatigue, ni des injustices. Il s'ajoute à tout cela. Il s'inscrit dans la même vie,
sans la transformer en autre chose. Il est l'heure et je redescends du mont Hélicon avec mes bêtes, avec mon corps, avec la même terre sous les pieds, mais à l'intérieur, quelque chose est désormais éveillé, irréversible. Je porte maintenant une mémoire qui n'est pas seulement la mienne. Et je sais que je ne pourrai plus faire comme si je ne savais pas. Je commence à dire les dieux, sans savoir vraiment comment. Ils ne viennent pas à moi comme des figures éclatantes, ils arrivent plutôt par fragments, par tensions, comme des silences à combler. Je sens qu'il existe déjà dans la mémoire du monde, dispersé, contradictoire, un peu confondu. Alors je parle pour mettre de l'ordre, un ordre respirable. Mon rôle, c'est de relier ce qui est épars. Je trace des filiations, je nomme les naissances, les luttes, les chutes, les absences, les désirs, non pour glorifier, mais pour comprendre, pour prendre. Et je sais qu'en parlant des dieux, en réalité, je parle du monde, de ses violences premières, de ses équilibres en réalité si fragiles, de cette loi étrange qui fait que tout ce qui naît doit un jour être renversé. Je reconnais dans leur conflit quelque chose de profondément humain. Ma voix ne cherche pas l'effet, elle avance lentement, comme on avance dans un terrain instable. Chaque nom posé est une responsabilité. Chaque lien établi ferme certaines possibilités et en ouvre d'autres. Je mesure ce que dire implique vraiment. Je ne me sens pas inspiré au sens où d'autres l'entendraient. Je me sens requis, comme si la mémoire insistait, comme si elle ne pouvait pas rester en suspens plus longtemps. Dire devient alors une nécessité intérieure, presque physique. Quand je parle des dieux, je sens que je tiens quelque chose qui me dépasse. Mais je sens aussi que sans mon corps, sans ma voix imparfaite, cela resterait muet. Alors je continue, parce que m'arrêter serait laisser le monde retomber dans le brouillard. Au début, je ne pense pas à un livre. Je parle comme on respire quand l'air devient rare. Les noms viennent, les récits se suivent, s'enchaînent. C'est comme si quelque chose cherchait une forme plus stable. À force de dire les dieux, je perçois aussi leur fragilité, pas seulement leur puissance, mais leur instabilité. J'ai bien conscience que ces récits se déforment, se contredisent, se perdent, mais c'est la mémoire qui circule et elle a besoin d'un appui. Alors je laisse le temps, qui a toujours été mon allié, pour que l'idée s'impose d'elle-même, progressivement, à son rythme, comme une évidence silencieuse. Ce qui a été dit doit maintenant tenir quelque part. Il faut un fil, une ossature,
une continuité qui ne dépende pas seulement du souffle d'un homme. Alors je commence à rassembler, à ordonner, à accepter que parfois choisir, c'est renoncer. Je sais que toute mise en ordre est imparfaite, mais je sais aussi que l'absence de forme est un risque plus grand encore. Sans structure, la mémoire s'éparpille, elle devient rumeur. Ce que je fais, c'est un geste de maintien. Je ne cherche pas à embellir le monde, mais simplement à lui donner une colonne vertébrale, dire d'où viennent les dieux, comment ils se succèdent, comment le chaos se transforme. C'est presque une manière de tenir face au vertige. Je sens le poids de ce que j'écris, comme si chaque mot posé stabilisait un peu le monde. Et c'est ainsi que la théogonie naît, non comme une œuvre, mais comme une nécessité d'écrire le monde. Je comprends que la mémoire ne se contente pas d'être portée. Elle demande à être inscrite pour ne pas disparaître avec celui qui parle. Une fois les mots posés, le monde ne change pas. Le ciel est le même, la terre est semblable, et les bêtes m'attendent toujours. Il n'y a pas non plus de lumière nouvelle, pas de signe qui viendrait confirmer ce que j'accomplis, cette charge que j'endosse. Et j'ai toujours ces gestes simples, mes gestes simples, comme marcher, observer, compter les bêtes, le même bâton dans ma main, le même poids, et toujours la fatigue familière, même si elle change de temps en temps. Écrire les dieux n'a pas non plus allégé mon corps. Au contraire, elle a parfois rendu le quotidien plus dense. Je dois dire que je sens comme un décalage entre l'immensité de ce qui a été dit et la modestie de ce qui continue. Mais ce décalage m'apprend. Je comprends que le monde ne se vit jamais à la hauteur de ce qu'on en dit. Le récit du chaos, les filiations divines, les règnes successifs, tout cela ne m'exempte pas du travail, pas de l'injustice. Il ne m'élève pas au-dessus des autres hommes, non. Il me ramène à ma place exacte. Je découvre que la mémoire n'est pas une échappée. Elle n'arrache pas au réel. Non, à l'inverse, elle m'y ramène plus profondément. Plus je dis l'origine du monde, plus je dois répondre au présent. Cosmos et quotidien s'emboîtent, ils se soutiennent. Dire les dieux m'a appris à regarder la terre avec plus de précision encore. Je reprends ma place, un homme parmi les hommes, portant en lui une mémoire vaste, marchant sur le même sol. Il y a toujours quelqu'un dans ma vie, ce quelqu'un que je n'ai jamais vraiment quitté. Même lorsque je parle des dieux, même lorsque je retourne au travail, même lorsque le temps semble s'écouler sans heurts, une présence familière,
ancienne, jamais tout à fait apaisée. C'est mon frère. Longtemps, il n'a été qu'un visage parmi d'autres, une proximité évidente, presque banale. Nous avons grandi sous le même toit, partagé la même fatigue, appris les mêmes gestes, et rien ne semblait devoir jamais nous séparer. Puis le fameux partage est venu, et avec lui une première fissure, une manière différente de regarder le monde. Là où moi je voyais la durée, il voyait l'avantage. Là où je cherchais la mesure, il cherchait l'issue rapide. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai seulement senti ce désaccord profond, comme deux rythmes qui se décaleraient de manière infinitésimale, mais comme deux rythmes qui cessent de battre ensemble. Avec le temps, ce désaccord a pris plus de place, et le nom de Persès, mon frère, est devenu une chose fixe. Ce nom a donné un contour à ce qui me travaille depuis longtemps. En réalité, Persès n'est pas seulement mon frère. Il incarne celui qui veut plus, plus vite. Je l'observe sans illusion. Je vois comment il s'agite, comment il cherche à contourner le temps, à s'abstraire du temps, à forcer ce qui pourtant ne se donne qu'à la patience. Je reconnais en lui une tentation que le monde entier partage, celui de cueillir, de prendre sans attendre. Je ne le hais pas, je n'ai pas de véritable raison, mais je ne peux plus marcher à son rythme. Entre nous, quelque chose s'est déplacé, une divergence lente, profonde. Quand je parle du travail juste, du moment à respecter, de la mesure nécessaire, c'est aussi à lui que je m'adresse et à toutes celles et ceux qui lui ressemblent. Alors Persès devient plus qu'un frère. Il devient ce lieu où la mémoire rencontre le refus, la preuve vivante que savoir ne suffit pas et que transmettre n'est jamais garanti. Je parle à mon frère, mais je sais que je ne parle pas seulement à lui. Je sens que Persès, finalement, est parmi d'autres. Pourtant, pour que ma parole tienne, j'ai besoin d'un destinataire, un point fixe, un foyer. Alors je reviens à lui, encore et encore, comme on revient à une pierre douloureuse pour ne pas l'oublier. Je laisse d'abord passer du temps. Je laisse d'abord passer du temps. Je ne peux pas répondre à l'injustice dans la chaleur immédiate. La colère est un feu qui déforme, je le sais. Si je parle trop vite, alors j'attends, je travaille quotidiennement
dans ces tâches familières. Je marche pas après pas. Je regarde le ciel, je regarde mes bêtes. Je laisse les jours déposer en moi une forme plus stable que la plainte. Peu à peu, une idée s'impose. Si Persès refuse la mesure, je dois parler de la mesure. Si Persès veut prendre sans attendre, je dois parler du temps. Non pas du temps des dieux qui lui est immense, vertigineux, mais du temps des hommes, le temps qui s'éprouve dans le corps, dans les saisons, dans la fatigue. Je comprends que ce que je veux dire ne ressemble pas exactement à la théogonie. Là-bas, je rassemblais l'origine du monde. Ici, dans les travaux et les jours, je dois rassembler le quotidien. Je dois donner une forme à ce qui paraît trop simple pour être raconté, comme le travail, la patience, la justice, comme l'équilibre fragile entre ce que l'on désire et ce que l'on peut vraiment tenir. C'est ainsi que je commence à composer ce nouveau livre, un livre plus terrestre, plus âpre, un livre qui ne cherche pas à éblouir, mais à guider. Je le sens dans ma bouche avant même de l'écrire. La parole, cette parole, est plus directe, plus serrée, plus proche de la vie. Je m'adresse à Persès comme on s'adresse à quelqu'un qu'on voudrait sauver sans pouvoir pour autant le forcer. Je parle du moment juste, de la graine qu'on met trop tôt et qui pourrit, ou de la récolte qu'on attend trop et que l'on perd. Je parle de la pluie qui ne vient pas quand on l'ordonne. Je parle de la terre qui ne se laisse pas tromper. La nature devient ma preuve. Elle enseigne ce que les hommes oublient. Mais je ne parle pas seulement des champs, je parle de la cité, des juges, de la corruption, de ce qui se vend et de ce qui ne devrait pas se vendre. Je parle de la justice comme d'une chose vivante, fragile, qui peut être blessée. Je comprends que la moralité n'est pas une idée abstraite, c'est une condition de survie. Je sens une tension en moi. Je ne veux pas transmettre en prêchant. Je ne veux pas avertir et écraser. Je veux dire le vrai sans transformer ma parole en arme. Dans ce livre, je cherche la clarté. Je parle pour que Persès enfin entende. Et je sais qu'il n'entendra peut-être pas. Et c'est pour ça que je parle pour ceux qui viendront après lui, pour ceux qui travaillent sans récompense immédiate, pour ceux qui tiennent malgré l'âge de fer. Les travaux et les jours naissent ainsi comme une réponse lente à une blessure ancienne, comme une tentative de rendre le quotidien digne d'être inscrit, comme une manière de rappeler que le temps n'est pas un obstacle, mais une loi. Et quand je pose ces mots, je sens que je fais quelque chose
de plus vaste que mon histoire familiale ou intime. Je donne à la vie ordinaire une forme transmissible. Je transforme la fatigue en connaissance. Je rends au jour sa gravité. Après avoir parlé du travail, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus raconter la vie comme si elle était simplement une suite de gestes à accomplir, aussi beau soit-il, aussi doux soit-il. En réalité, j'ai senti que derrière ces gestes, il y avait une atmosphère, une époque, une dureté générale qui ne vient pas seulement des hommes, mais de l'air même du temps, de l'air du temps. Je sens que mon siècle est lourd, lourd comme une matière qui résiste, une matière qui n'a pas la souplesse des récits anciens. Quand j'écoute les anciens parler, je comprends qu'ils portent en eux la nostalgie d'un monde plus simple, ou peut-être l'invention d'un monde plus simple, je ne sais pas. Je sais seulement que moi, je n'ai pas connu ce temps-là. Je suis spectateur de mon monde, je le regarde avec tendresse, mais avec finesse, clarté, en tout cas j'essaie. Je vois ces juges qu'on achète, je vois les promesses qu'on trahit, je vois ces hommes et ces femmes pressés, incapables d'attendre, je vois la jalousie, l'avidité, la dureté. Je vois aussi ceux qui tiennent, mais qui se taisent, épuisés d'être toujours du bon côté sans en recevoir de lumière. Alors je cherche une image assez grande pour contenir cette sensation. Une image qui puisse dire « ce n'est pas seulement ma famille, ce n'est pas seulement mon frère, ce n'est pas seulement ma fatigue, c'est une époque, un âge. » Je comprends que le temps a des couleurs, qu'il existe des périodes où la vie est plus douce, d'autres où elle peut être d'une brutalité extrême. Cela ne se mesure pas seulement au travail, mais dans ce qui circule entre les hommes, entre la confiance et la méfiance, entre la mesure et l'excès, entre la dignité et la corruption. C'est ainsi que je nomme ce que je vis, l'âge de fer. Un âge où l'on travaille davantage pour obtenir moins, un âge où l'on parle beaucoup, mais où la vérité se brouille, un âge où les liens se tendent et se défont facilement, un âge où l'on devient vieux plutôt à l'intérieur. Je ne dis pas cela pour me plaindre ou pour critiquer. Je le dis juste pour être juste, pour ne pas raconter le monde comme s'il était neutre, comme si une chose en valait une autre. Je le dis pour reconnaître la dureté du présent, sans la transformer en fatalité romantique. Car dans l'âge de fer, il reste quelque chose. Il reste la possibilité de tenir, de choisir la mesure. Il reste la possibilité de respecter le temps long, alors que tout pousse à l'oubli. La possibilité de garder une justice vivante, même blessée, amoindrie. C'est là que je sens que ma parole
prend sa vraie forme, sa vraie force. Elle n'est pas un chant d'évasion, elle n'est pas un rêve qui endort, elle est une veille. Je nomme cet âge de fer pour celles et ceux qui m'écoutent, pour que plus jamais ils ne se sentent seuls, pour qu'ils comprennent que leur fatigue n'est pas une charge personnelle, qu'elle appartient aussi à une époque, à une manière collective d'avoir perdu le calme. Alors je continue parce que même dans le fer, il existe le feu. Même dans la dureté, il existe une possibilité de forme. Et même dans le temps abîmé, une chance de transmettre. Après avoir nommé l'âge de fer, j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu me contenter de constater et de vivre comme tout le monde, sans ajouter de mots au jour. Mais je sens que ce serait trahir quelque chose. Pas une mission grandiose, quelque chose de plus simple, de plus intime. Ce qui m'a été confié sur le mont Hélicon. Je repense à ces voix, je repense à ma voix. Je n'en suis pas propriétaire. Elles ne m'appartiennent pas comme un outil qu'on range et qu'on ressort. Elles me traversent. Et parfois, dans les soirs où la fatigue devient plus dense, je sens une pression intérieure, comme si la mémoire insistait, comme si elle refusait de rester enfermée. Je comprends alors la différence entre parler et écrire. Parler se dissout vite. Même un beau récit se perd s'il n'est pas repris, transmis, porté de bouche en bouche. Or, les hommes et les femmes oublient. Par négligence, parfois par douleur, parfois par besoin de survivre, ils oublient parce que la vie prend trop de place. Écrire, au contraire, ressemble à un geste de retenue, comme si je posais une pierre pour que le chemin ne disparaisse pas, comme si je laissais une trace suffisamment stable pour que quelqu'un plus tard puisse retrouver ce chemin. Je ne sais pas à qui j'écris au fond. À Persès, oui, mais Persès est proche et la proximité parfois rend aveugle. Alors mon regard s'élargit malgré moi. Je le sais, j'écris pour ceux et celles que je ne verrai jamais, pour celles et ceux qui auront la même fatigue, la même injustice, le même besoin de comprendre pourquoi le monde est ainsi. J'écris pour celui qui se sent seul dans son travail, pour celle qui se demande si tenir a un sens, pour l'enfant qui naît dans un âge dur et qui aura besoin un jour de mots qui ne mentent pas. Je m'aperçois que transmettre n'est pas transmettre des faits, c'est transmettre une manière de regarder, de respecter le temps, de reconnaître la mesure, de ne pas céder à l'avidité du court terme. C'est transmettre une attention. Dans l'écriture, il y a une forme de lenteur qui me correspond, qui résonne
au plus profond des moi, au plus profond de moi. Elle m'oblige à revenir, à préciser, à ne pas me satisfaire du flou. Elle m'oblige à vérifier, à reconnaître aussi ce qu'on ne sait pas, à ne pas confondre la parole et la colère. Je sens alors parfois la présence de mnémosyne, comme on sent une source sous la terre. On ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Elle nourrit sans bruit. Elle rappelle que la mémoire n'est pas un luxe, elle est une condition pour ne pas se perdre. Alors je continue d'écrire, non pour devenir célèbre, non plus pour être admiré, mais pour que quelque chose dans l'âge de fer reste vivant. Je pose des mots comme on allume une veilleuse, une lumière modeste mais persistante, une lumière pour traverser la nuit